1984-2020, et si George Orwell avait tout prévu, Maurice Genevoix, écrivain de la Grande Guerre, entre au Panthéon et un petit village portugais devenu ville littéraire. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Et pour commencer, un chiffre, 1984. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le célèbre roman d'anticipation de George Orwell est devenu une référence pour tous ceux qui vivent les mesures sanitaires comme une privation de liberté. Mais ces comparaisons sont-elles vraiment pertinentes? Voici quelques éléments de réponse. George Orwell avait-il prévu il y a 70 ans ce qui allait nous arriver? Depuis le début du confinement, il est en tout cas la star des réseaux sociaux. Son livre 1984 sert d'étendard à ceux qui pensent que le gouvernement va trop loin. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas 1984, c'est maintenant. Ils ont fermé les rayons livres et disques dans les supermarchés. Ils veulent nous interdire la culture. On vit en plein 1984. Les hommes politiques ne sont pas en reste, comme Olivier Besancenot. Dans notre monde, il n'y aura pas d'autres émotions que la crainte, la rage et l'humiliation. Il n'y aura ni art ni littérature, il n'y aura ni curiosité ni joie de vivre. Alors pourquoi utiliser Orwell? Avait-il vraiment tout prévu? Dans 1984, qui vient aussi de sortir en bande dessinée, certains éléments ressemblent furieusement au monde d'aujourd'hui. Les messages diffusés par les autorités via les écrans, la surveillance, le couvre-feu. Orwell semble plus actuel que jamais. Et pourtant, l'auteur décrivait surtout la dictature stalinienne de son temps. C'est son modèle. Tout le roman est nourri de ce que Orwell savait du régime totalitaire stalinien. Alors, est-il juste de citer Orwell pour dénoncer ce que certains appellent une dictature sanitaire? Pour les spécialistes, utiliser l'écrivain pour parler de la situation actuelle en France, c'est tout simplement bien mal le connaître. On est face à un dévoiement de la pensée de George Orwell parce que cela prospère sur une ignorance crasse, en fait, à la fois de l'histoire et de la politique et de la réalité du régime dans lequel nous vivons, en fait, qui a le mérite d'avoir des contre-pouvoirs, un état de droit, une presse libre et pluraliste, etc. À Hong Kong, en Thaïlande, partout, ceux qui luttent pour leur liberté trouvent en 1984 des éléments de résistance. En cela, Orwell est intemporel. Et puis cette semaine, entre au Panthéon l'écrivain des tranchées, Maurice Genevoix. L'auteur, lui-même soldat pendant la guerre 14-18, était animé par la volonté de témoigner des horreurs de la guerre. J'ai voulu témoigner, disait Maurice Genevoix, et déformer le moins possible. Le jeune sous-lieutenant est mobilisé en 1914 dans un régiment d'infanterie. Grièvement blessé dans la Meuse en 1915, il commence à écrire sur son lit d'hôpital. Il sera la plume de la Grande Guerre, le porte-voix d'une génération décimée. Quand on a été dès sa jeunesse, j'avais 23, 24 ans à ce moment, 24 ans, au contact quotidien de la mort, n'est-ce pas? Eh bien, on a compris vraiment avec sa chair, avec ses viscères, que la vie est une chose merveilleuse. Ceux de 14, son recueil de récits de guerre fait aujourd'hui référence. Un livre écrit à hauteur d'homme où il ne cache rien des horreurs de la guerre. Certains passages ont même été censurés sur pression de l'armée. Dans ces passages, soit il parlait de la rudesse de certains gradés, soit il parlait de la véritable souffrance de ces hommes. Et du coup, c'était trop pour le grand public, il ne fallait pas tout dire. Académicien dès 1946, Maurice Genevoix est un écrivain un peu oublié. Il a pourtant écrit une cinquantaine d'ouvrages et reçu le prix Goncourt en 1925 pour Rabolio. L'histoire d'un braconnier de Sologne, une région chère à son cœur. Il fut un écrivain très proche de la nature. Au bord de la Loire, il avait une maison et par la fenêtre de son bureau pouvait admirer le fleuve. C'est son lieu de travail intense, ce lieu où il a réappris la beauté du monde. Emmanuel Macron a découvert l'écrivain grâce à sa grand-mère. En l'accueillant au Panthéon le 11 novembre, le président veut ouvrir la porte à tous les poilus. Je souhaite qu'ils franchissent ce seuil sacré avec Maurice Genevoix, leur porte-étendard. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Avec Maurice Genevoix, ceux de 14 entrent dans la postérité.
Le Goncourt aurait dû être annoncé cette semaine ici en France. L'Académie, qui décerne le plus prestigieux des prix littéraires français, l'a reporté en solidarité avec les librairies contraintes de baisser le rideau après l'annonce du confinement. En attendant de pouvoir rouvrir, les libraires tentent de maintenir leur activité. Dans cette librairie de la région parisienne, le téléphone sonne désormais à longueur de journée. Je voulais savoir s'il était encore possible de vous passer des commandes, Nathalie. Oui, c'est encore possible, et puis à condition que vous veniez les retirer à la librairie. Les clients peuvent commander par téléphone ou en ligne et retirer leurs livres à la porte de la boutique. Une formule click and collect qui convient aux habitués. C'est un soulagement énorme. Si je ne peux pas passer déjà ici, si je ne peux pas voir Nathalie, si elle ne peut pas me donner ses conseils, je suis un peu perdue. 80 personnes ont passé commande depuis le confinement. Mais pour Nathalie et Iris, rien ne remplace l'achat coup de cœur sur place. Elles auraient probablement fait un tour dans la librairie, elles auraient probablement pris un livre ou deux en plus. Pendant ce temps-là, il y aurait probablement eu d'autres gens aussi. On perd la moitié du chiffre d'affaires, facile. Roche-Servière, 3300 habitants en Vendée. Christelle Rafsted, libraire ici depuis 7 ans, n'hésite pas à faire de la livraison à domicile depuis le confinement. Direction Montaigu, à 15 km. Là, on est dans une situation particulière avec des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons sanitaires. Donc, je me déplace. Cette fidèle cliente a demandé des conseils à la libraire par téléphone. Vous allez voir, c'est deux vraies pépites. Je pense que ça correspond exactement à ce que vous aimez. Pour la plupart des gens, ce n'est pas un produit de première nécessité. Pour moi, ça l'est. Mais ce sont surtout les réservations en ligne qui permettent à la petite librairie de survivre. Je pense que si je n'avais pas eu la possibilité du click and collect là, cette fois-ci, je pense que je ne suis pas sûre que j'aurais continué. Grâce à ces commandes, cette salariée peut poursuivre son travail. Je ne suis pas en chômage partiel encore pour l'instant, ce qui est une super bonne chose parce que du coup, financièrement et puis aussi pour le moral, je trouve que c'est important de pouvoir continuer de travailler. Aujourd'hui, les 3500 libraires indépendants gardent espoir de rouvrir rapidement pour profiter pleinement des achats de Noël. Et puis au Portugal, le petit village d'Óbidos, situé à 1 heure au nord de Lisbonne, sauvé par les livres, sur le point de disparaître il y a une dizaine d'années à cause d'une fréquentation à la baisse. La destination est de nouveau en tête des guides touristiques. Comment cet endroit pittoresque s'est-il transformé en ville littéraire? Reportage d'Anaïs Guérard et Kylian Lebouquin. Au cœur de ces remparts vivent 80 habitants. Pourtant, il y déambule pas moins de 2 millions de touristes par an. Une ville chargée d'histoire, dont la renommée est devenue internationale grâce aux livres. This is our bookshop, our biological market bookshop, and one of the most popular in the historic town. Depuis 2015, Óbidos est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. We transformed old buildings that had no function, and we created bookshops in order to revitalize the economy. Une idée née dans cette église. Il y a 10 ans, alors qu'elle tombait en ruine, la mairie a fait appel à José pour la transformer en librairie. On n'avait pas des limitations, mais on ne devait pas exposer des livres du Marquis de Sade, par exemple, là. Je pense que la librairie a sauvé l'Église. Ce sont les livres qui ont sauvé l'Église. La stratégie de ce passionné de littérature a été de remettre les œuvres classiques au devant de la scène pour le plus grand plaisir des visiteurs. A little bit quiet and it doesn't have too many people, so it's peaceful. But it feels like a church? No, I don't think so. À quelques pas de là, The Literary Man se dit le plus grand hôtel littéraire du monde. We start around 30,000 books. Now we have 75. And it was big donations for several organizations like universities, like Gulbenkian. Un système d'échange ou de dons qui permet aux visiteurs de la ville et à ses habitants de découvrir des ouvrages en provenance des 4 coins du monde. There's lots of books in English. That's handy. It's like living in a bookstore. This is very different from anything else I saw in Portugal. Avec le coronavirus, les visiteurs étrangers se font de plus en plus rares. Mais ici, les livres permettent toujours de voyager.
Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux, mais surtout de commander un livre chez votre libraire préféré. Et pourquoi pas L'Arabe du futur, 5 nouveaux tomes de la saga signée Riyad Sattouf est sorti il y a quelques jours. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Vous avez regardé votre programme avec les aspirateurs 1000. Aspirateur 1000, une gamme complète pour tous les besoins. 1000, immer besser. Vous avez passé un agréable moment devant votre programme avec Air France Protect. La promesse d'un voyage en toute sérénité. Le Paris des Arts reçoit la chef étoilée Hélène Darroze qui nous accueille dans son restaurant parisien Marsan. Ensemble, nous irons découvrir l'exposition Man Ray et la mode au musée du Luxembourg. Et puis une rencontre avec le couple d'artistes Bachelot-Caron, à la fois photographe, plasticien et céramiste. Le Paris des Arts d'Hélène Darroze à retrouver très vite sur France 24.